Ma présentation d'aujourd'hui porte sur une recherche qui est en cours, dont le titre donc c'est De l'image écologique à l'image environnementale, où je vais présenter un cadre d'analyse basé effectivement sur la scène visuelle et que j'ai appliqué sur deux études de cas, un projet photographique et un projet d'immersion Arcadia Earth qui actuellement c'est une exposition immersive permanente à Toronto. Je suis aussi donc responsable du Media Lab numérique et innovation ici à Toronto, où on fait une étude critique des médias, principalement sur l'environnement. Donc, on essaye de regarder quels sont les médias qui ont plus d'impact pour créer un engagement social et susciter l'action et le changement de comportement. Donc déjà, d'emblée, dans l'introduction, je pense qu'avec toutes les présentations, j'en ai écouté plusieurs hier aussi. Et aujourd'hui, on voit que la relation humaine-nature, elle est vraiment perturbée par une économie capitaliste débridée et qui déploie un socio-métabolisme qui dépasse les limites donc, planétaires et transforme donc progressivement le climat. Et ce processus se déroule lentement et de façon parfois très invisible. Et c'est pourquoi, pour rendre compte éventuellement, contrer cette dynamique, les images de l'écologie vont jouer un rôle important dans la prise de conscience de la crise environnementale. Aussi, depuis plusieurs années, les changements climatiques, on le voit, ont été amplement visibilisés par les différents médias et cette surproduction d'images constitue une scène culturelle visuelle animée et effervescente. Est-ce qu'elle crée de l'action sociale? C'est ça qu'on va voir et c'est ça que j'étudie. Mais l'efficacité de l'imagerie écologique propre à produire des changements climatiques et des changements sociaux, pardon, elle est remise en cause et remise en question parce qu'on assiste de plus en plus à une fatigue climatique qui commence à se manifester. Par ailleurs, on assiste aussi à l'utilisation du coût accru des technologies immersives et le déplacement donc d'une image écologique vers une image de plus en plus environnementale, donc immersive. Et certains chercheurs suggèrent que ces images-là pourraient être plus efficaces pour produire des changements comportementaux. Alors ça, c'est le papier d'ailleurs un article qui va sortir d'ici un mois où j'ai essayé de tracer un petit peu la ligne de temps de l'évolution des images depuis le lever de la Terre, qui est vraiment l'image emblématique qui a créé donc la résistance au changement climatique, jusqu'à maintenant avec la VR, la réalité augmentée, l'XR et toutes les installations immersives. Mais on constate en fait une inefficacité relative des images écologiques qui peut refléter différents phénomènes sous-jacents, tels que soit l'habituation face aux messages répétitifs, soit des contre-réactions aux déclarations d'urgence récurrentes, ou une anxiété climatique pure et simple face à des questions de plus en plus existentielles. Donc, avec l'émergence des technologies immersives et des images environnementales, ça met en jeu l'impact cognitif des images, mais ça souligne aussi une empreinte écologique de plus en plus grandissante. Puis c'est comme ça que j'ai essayé de créer en fait l'analyse du cycle de vie pour évaluer l'empreinte écologique d'un média, mais en même temps de transposer l'analyse du cycle de vie d'un média au niveau de l'impact cognitif, où là, j'ai développé la production-consommation. Et c'est en fait ça qu'on évalue dans notre laboratoire à travers donc, des publics, des jeunes, nos étudiants, d'autres membres du public. On essaye de voir une variété de publics pour essayer d'évaluer aussi l'impact cognitif. Et la fin de vie, c'est dans le fond que le média n'a plus d'impact et il se noie donc dans une fatigue climatique. Mais la relation entre les deux, c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est ça que je pousse dans ma recherche, de dire souvent il y a des recherches qui regardent soit l'impact écologique seulement, soit l'impact cognitif, mais il me semble qu'il faut regarder les deux.
Donc, ça pose alors une problématique qui est donc, est-ce que l'impact cognitif des nouvelles images environnementales numériques justifie leur empreinte écologique? Et c'est là que ça m'amène donc au concept de scène visuelle qui découle, en fait, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce concept-là. Il découle des scènes culturelles et des scènes musicales et permet donc d'analyser comment un groupe d'individus se mobilise autour d'une chose qui importe, donc de faire une image efficiente. J'ai analysé par exemple la scène culturelle et visuelle de l'art urbain et la chose importe était par exemple de faire un mur. Et je suis passée progressivement vers la scène environnementale, la scène visuelle environnementale. Et dans ce cas, dans la scène visuelle des images écologiques, on pourrait dire que la chose qui importait avant, jusqu'à tout récemment, c'était de faire une image efficiente et un fort impact cognitif. Mais avec l'arrivée des technologies immersives, la chose qui importe devient maintenant de faire une image efficiente qui a à la fois un fort impact cognitif, mais un faible coût environnemental ou une faible empreinte écologique. La scène est constituée d'un système d'articulation d'acteurs qui crée en fait une surproduction d'images. Elle est caractérisée aussi par la tension. Une scène vit toujours de tensions qui sont à la fois en général, soit à la fois de marchandisation et de transgression, dont les activistes à l'intérieur d'une scène de marchandisation, par un enjeu politique, puis on sait que l'enjeu environnemental est extrêmement politique par des rapports de pouvoir, donc de visibiliser ces images-là et parfois de censurer ces images-là. Et du coup, ça crée une production effervescente de pratiques visuelles pour générer une surproduction culturelle qui va favoriser, j'espère, un engagement social, une action individuelle et collective. Donc, est-il possible alors d'avoir une forte empreinte cognitive tout en minimisant l'empreinte écologique? Et c'est là que ça m'a amené au concept donc d'immersion, puisque les études montrent beaucoup que l'immersion est un facteur clé de l'impact cognitif, mais qui a un fort impact empreinte écologique. Donc, on recherche ce sentiment dans une expérience psychologique immersive que que nous ressentons comme si on était plongé dans l'océan ou dans une piscine. Et plusieurs auteurs s'accordent à dire l'immersion, c'est vrai que c'est lié aux jeux vidéo, la réalité virtuelle, mais c'est pas juste la technologie, c'est aussi un état psychologique de présence et dans un environnement qui offre une certaine continuité de stimuli, d'expériences perceptives. Et je prends le cadre d'analyse de Jackson et Jackson qui vont définir, que vous allez voir tantôt, quatre types d'immersion pour créer de l'empathie. Et ils disent que l'expérience de l'usager et le récit sont des facteurs déterminants de l'immersion, c'est-à-dire une immersion à la fois qui est illusion perceptive et qui génère des états mentaux imaginatifs. Et c'est de là donc que, au laboratoire, on travaille donc sur ces études de cas en essayant de collecter des données tant sur l'empreinte écologique que sur le produit médiatique et son impact cognitif. Là, je prends l'exemple donc du projet Syncrise du photographe Nick Brandt qui a été fait en 2023 et qui met en scène en fait les habitants des îles Fidji qui sont directement menacés par la montée des eaux. En recréant sous l'eau la vie émergée de ces insulaires, le photographe nous plonge dans une réalité impossible, voire troublante. Il veut nous faire réfléchir en fait au sixième rapport du GIEC de 2022, où l'on apprend que le niveau de la mer pourrait s'élever de plus d'un mètre d'ici 2100. Donc, il a réalisé 45 photos euh, de façon permanente qui sont donc dans des expositions différentes dans l'océan avec ces insulaires. Donc, c'est de vrais figurants, c'est une vraie histoire pré-apocalyptique, si on peut dire. Et si on regarde pour l'instant, notre recherche démontre que l'empreinte écologique, elle est faible à moyenne
par rapport à ce que je vais vous montrer par la suite. Donc, j'ai appliqué le cadre d'analyse pour analyser donc ce projet-là au niveau de l'immersion, pour problématiser est-ce que c'est vraiment l'immersion qu'il faut et quel type d'immersion pour essayer de créer cet engagement et cette action et changement social. L'immersion représentationnelle est assez forte pour ce projet car elle vient simuler l'élévation du niveau de la mer qui est basée en fait sur de la science. Donc, c'est le rapport de GIEC. Elle est basée sur une tension. Vous vous rappelez par rapport à la scène, c'est la caractéristique d'une image qui crée une mobilisation. Donc, rien que dans le titre, sombrer, remonter, créer un effet d'immersion représentationnel pré-apocalyptique. Il y a aussi une mise en scène de jeunes et d'adultes, des cadrages rapprochés dans un décor océanique qui crée donc un état psychologique de la conséquence de la catastrophe et donc le sentiment d'urgence et d'agir. Par contre, au niveau de l'immersion participative, ben, il n'y a pas d'interactivité dans les images visuelles. Elle est beaucoup plus suscitée par la succession d'images et la diversité des points de vue. Donc, l'observateur est beaucoup plus participant en visualisant la vie quotidienne de ces insulaires menacés par la montée des eaux. Au niveau de l'immersion affective, c'est quand même assez fort, étant donné qu'il y a une réponse affective aux photographies sous-marines du changement et un changement de comportement. De plus, si on va sur le site du photographe, il y a une fonction zoom qui nous permet vraiment de grossir et d'appréhender les détails des expressions de ces insulaires. Les études ont montré aussi que la visualisation des conséquences des changements climatiques, elle est mieux ressentie et mobilise mieux que les images décrivant les causes et les solutions. Il y a donc beaucoup plus de réponses émotionnelles qui sont étroitement liées à notre engagement dans le récit. Et donc le récit, étant donné qu'il est basé sur des études scientifiques, donc c'est un futur pré-apocalyptique, pardon, ça crée donc une narration qui est proche d'un vécu in situ et ça recrée donc la vie de ces insulaires. Les photos sont donc très indexables de sorte qu'on puisse beaucoup plus croire à ce qui est représenté. Le deuxième projet, c'est Arcadia Earth, qui est une exposition permanente de 10 salles qui est ici à Toronto. Et en fait, c'est une exposition qui était aux États-Unis, à New York, et qui a été rachetée ici à Toronto. Et elle est devenue donc permanente. Cette exposition, elle est de 17 000 pieds carrés, située dans un complexe commercial, The Whale, et c'est un voyage multisensoriel à travers des mondes sous-marins, des terres, et une expérimentation en fait très immersive à grande échelle pour, on peut dire, beaucoup plus le divertissement que la mobilisation. Donc, les salles, c'est sur la biodiversité, la surpêche, le coût environnemental des technologies, les changements climatiques, les limites planétaires, la disparition des espèces. Énormément de salles, mais aussi énormément de projections, de mapping, d'expériences VR, réalité augmentée, qui fait en sorte que l'empreinte écologique est extrêmement élevée. J'essaye par tous les moyens encore d'essayer d'avoir des fondateurs de ce projet-là, d'avoir beaucoup plus de détails sur le coût environnemental, mais ils essayent le plus possible de montrer que le projet est extrêmement immatériel. En appliquant aussi le cadre d'analyse de Jackson et Jackson, on voit que l'immersion représentationnelle, elle n'est pas aussi forte, même si on a énormément d'immersion dans et d'éléments multisensoriels, mais l'état psychologique est beaucoup plus l'émerveillement et le divertissement. Donc l'événement aussi génère énormément de prises de photos lorsqu'on visite, parce qu'on est obligé d'interagir avec notre téléphone intelligent, de sorte qu'on peut aussi, avec l'application, c'est une application Arcadia,
On est obligé aussi de partager ça. Donc, il y a un phénomène de surproduction d'images qui engendre aussi un coût environnemental énorme. Donc, est-ce que c'est la meilleure exposition pour générer encore plus d'images et encore plus donc de coûts environnementaux? C'est là que je pense que l'immersion, il faut comme la reconsidérer un petit peu. La participation est énorme parce qu'il y a de la réalité augmentée, les écrans tactiles, l'app, les téléphones intelligents. Tout ça crée énormément d'interactions, mais favorise aussi énormément de surproduction, de partage d'images de façon ludique par le public. Du coup, l'immersion affective, elle est multisensorielle, certes, mais il y a, à mesure qu'on avance dans les salles, le public, les, les personnes qui ont fait l'expérience pour nous ont senti une diminution des stimuli multisensoriels et synesthésiques. À part peut-être la salle des odeurs pour les abeilles, étant donné qu'ils sont menacés aussi, étant donné qu'il y a énormément d'odeurs d'insecticides, c'est peut-être la salle où ils ont senti le plus d'impact au niveau des réponses affectives. L'immersion narrative, elle est basée sur les impacts environnementaux. On a vu tantôt que les conséquences, les études montrent que les conséquences sont plus fortes que les impacts. Donc, c'est une immersion environnementale, certes, mais au niveau de la narration, elle n'est pas tant que ça basée sur le culturel, c'est beaucoup plus un message écologique dans un contexte principal commercial, commercial. Donc, il y a un manque d'empathie, il y a beaucoup plus de mise en spectacle. J'en arrive donc à ma conclusion préliminaire, je le dis là, parce que on est encore en train d'analyser ces deux projets et de les comparer au niveau du coût environnemental et l'impact cognitif. Mais déjà, une image qui produit une immersion visuelle, elle peut avoir un plus fort impact et une plus faible empreinte écologique qu'une image euh, qu'une immersion environnementale qui, elle, a un énorme fort impact écologique. De plus, qu'il y a l'augmentation significative des images. Il y a aussi l'importance qu'on trouve ici, là, les limites de la recherche, de développer beaucoup plus d'outils méthodologiques pour évaluer à la fois l'impact cognitif et l'impact écologique. C'est ce qu'on est en train de faire. On encourage aussi les relations entre impact médiatique et impact écologique en intégrant des informations quantitatives. Par exemple, Arcadia Earth, on les pousse à mettre des cartons pour évaluer le coût environnemental de chaque salle, afin qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur l'impact environnemental des installations qu'ils ont fait. Cela amène aussi de nous pousser à développer une réflexion critique sur la pertinence des différentes formes des images de l'écologie, celles qu'on peut beaucoup plus classifier de l'ordre de divertissement, du commercial, de la recherche, de l'éducation ou de l'activisme aussi. Et de développer aussi une réflexion critique sur la pertinence de cette scène visuelle-là qui est, oui, certes, combinée entre le commercial et l'activisme. Elle vit de ces tensions-là, mais en même temps, il faut qu'il y ait la chose qui importe, qui régule les deux, c'est-à-dire l'impact cognitif et le coût environnemental. Parce que la scène ne pourra devenir effervescente que si elle se renouvelle par la création d'un contenu à fort impact cognitif et à faible empreinte écologique.